Le SSF est né en 1977. Le ministère de l'Intérieur, par convention, reconnaît le rôle prépondérant et incontournable du SSF pour ce qui concerne toute la partie souterraine des opérations de secours. Dans plusieurs régions de France comme en Rhône-Alpes et en Alsace, ont lieu tous les ans des exercices secours de différents niveaux. Un secours se déroule en 5 grandes étapes. La première, l'alerte. Allô? Oui, bonjour. Je suis en spéléo, il y a une personne qui s'est fait mal. Ici, un spéléologue fait une chute de 2,50 m lors d'une exploration dans une rivière souterraine à 200 mètres de profondeur. Il souffre d'une fracture de la jambe. Il doit être médicalisé et évacué sur une civière. Voilà, elle est dans un secteur de la rivière qui est pas très confortable. Deuxième étape, la mobilisation. En général, dès l'appel de leur conseiller technique, tout membre de club, dans la mesure du possible, n'hésitera pas à s'investir sur son temps libre, congés payés, RTT, et même pour certains sur leur temps de travail, pour venir au secours d'un spéléologue. Et bien sûr, dans le cadre du bénévolat. Troisième étape, le secours. 3 spéléologues, arrivés en premier sur les lieux, sont envoyés avec perforateur et marteau pour un premier repérage et préparer le terrain. Suivront ensuite l'équipe ASV, l'assistance secours à la victime, puis les brancardiers. Ici, 4 spéléologues explorent une mine désaffectée. À 8h30, un voisin entend une forte explosion dans la mine. C'est le groupe électrogène. Il prévient aussitôt les secours. Tout le monde est boulé et on a des gens qui sont pas ressortis. On a 4 personnes qui montent. Ils sont rentrés par ici. Ouais. Et on peut plus y accéder. On peut plus y accéder par là parce que les galeries sont barrées. C'est les seuls puits qui permettent d'accéder au fond de la mine. Donc vous descendez jusqu'au fond et après tu auras une galerie 16e qui part et à partir de là il faut fouiller partout. Toutes les équipes se préparent pour être prêtes à intervenir au signal du conseiller technique. Le premier groupe de reconnaissance vient de partir. On va aller jusque là. Là il y a l'échelle, on descend l'échelle et après il faut qu'on fouille ça. Le groupe entre par une ancienne entrée de la mine. Mais la suite de la galerie s'avère très vite inconfortable. Le médecin et ses infirmiers vont rejoindre le groupe de reconnaissance. La première victime est retrouvée. Elle n'avait simplement plus de lumière. Mais il reste encore 3 victimes à secourir. Le conseiller technique qui pilote ce secours et qui possède une solide expérience en spéléologie informe ses chefs d'équipe sur l'avancement des a recherches. été localisé par l'équipe trans. Donc le boulot que vous aurez à faire avec Michel, c'est les localiser, trouver rapidement la 3e victime, et puis nous remonter le plus rapidement possible un bilan pour qu'on sache si on engage les médecins ou pas. Après ce rapide briefing, un deuxième groupe de spéléologues, suivi d'une équipe ASV, part rejoindre l'équipe de reconnaissance qui les attend. Dès qu'il rentre sous terre, je te le dis, ok? Revenons au premier exemple. La victime a été repérée, mais elle est toujours dans le réseau actif, c'est-à-dire la rivière. Ses collègues ont pu la hisser sur un bloc rocheux hors de l'eau. Ils ont de quoi manger, boire et des couvertures de survie pour garder la chaleur corporelle. La météo est propice, il n'y a aucun risque de montée des eaux. Mais il faut faire vite car, en plus de la douleur insupportable que provoque la fracture, la température ambiante est à peine de 10 degrés et l'eau est encore plus froide. En quelques heures, la victime peut entrer en hypothermie. Dans la plupart des endroits, l'eau n'arrive qu'à la cheville.
Des blocs permettent de sauter quelques passages plus profonds. Dans certaines zones, le plafond est bas et il faut mettre les genoux dans l'eau pour franchir l'obstacle. Dans d'autres, les parois verticales obligent les secouristes à se mouiller jusqu'au torse pour continuer. Pour franchir les blocs les plus imposants et difficiles à contourner avec le brancard, les spéléologues seront amenés à forer la roche pour y ancrer des échelons en acier. Ils devront également mettre en place tout un réseau de cordes, mains courantes et tyroliennes horizontales pour maintenir le brancard hors de l'eau. Pendant que toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour mettre en place l'équipement destiné au passage du brancard, le groupe ASV a descendu les 200 mètres de verticale et rejoint la rivière. L'avancée est lente, toujours trop lente, mais il faut absolument éviter le suraccident. Peu de temps après, un autre groupe de spéléologues arrive en renfort avec le brancard. Un brancard spécialement conçu et aménagé pour la spéléologie. Dans la mine, il reste encore 3 victimes à secourir. Ici, l'équipe ASV n'a aucune contrainte liée à l'eau. Mais suite à l'explosion du groupe électrogène, les spéléologues doivent veiller à ce qu'aucun bloc de terre ou de roche ne tombe sur leur passage. Ils dévalent les puits pour accéder aux galeries, inaccessibles par le bas. Une deuxième victime est retrouvée. Apparemment, son état n'est pas critique, mais un bloc lui est tombé sur le bras gauche. Les premiers spéléologues arrivés sur place l'ont mis en lieu sûr et l'ont protégé avec une couverture de survie. La troisième victime est également retrouvée. Elle est située dans un éboulis et son état est plus sérieux. Henri, à l'écoute. Elle est consciente mais souffre de l'écrasement d'une jambe. Les secouristes installent un point chaud et le système de communication vers l'extérieur. La quatrième et dernière victime est enfin retrouvée non loin des deux autres. Elle est en état de choc. Elle est couchée sur le côté mais ne peut plus bouger. Nous saurons plus tard qu'elle a été propulsée en arrière par la violence de l'explosion. Pour un secours de cette envergure, une cinquantaine de personnes sera mobilisée. Plusieurs points chauds seront montés, les fiches de santé renseignées, les protocoles seront appliqués. Contrairement à souvent ce qu'on a tendance à croire, la spéléologie est très peu accidentogène. Les gens qu'on va chercher, c'est une fois sur 3 seulement un spélo, le reste du temps ce sont des non-spélos qu'on va chercher. Par contre, c'est vrai que quand il faut porter secours et médicaliser une personne sous terre, ça nécessite un entraînement, mais ça nécessite aussi un conditionnement du matériel pour arriver à l'emmener jusqu'ici, qu'il soit encore capable de fonctionner dans les conditions dans lesquelles on est. Et nous, on est la seule fédé où on assure nous-mêmes nos propres secours. Pour la quatrième victime, son état apparaît nettement plus sérieux, mais elle est dans une étroiture. Il faudra donc la déplacer vers un point chaud en cours de montage, avant de l'évacuer vers la sortie. Pendant ce temps, une autre équipe continue de médicaliser la deuxième victime blessée au bras gauche. Elle sera perfusée sur place. Tu me dis s'il y a besoin de bouger ou pas. Je reste en bas, SPL7. Une équipe de communication restera jusqu'à la fin du secours. Crash syndrome qu'on va devoir perfuser massivement avec du liquide chaud avant de la dégager. Donc prévoir au moins 6 à 9 litres. La quatrième victime est enfin en mesure d'être déplacée. Le médecin supervise l'opération qui est extrêmement délicate. La victime sera amenée vers son point chaud où elle sera préparée à l'évacuation. Bidon étanche, réchaud, couverture de survie, cordelette, coinceur, pince à linge, toutes les astuces sont bonnes pour construire un point chaud. Les urgentistes du SAMU sont arrivés et se préparent à intervenir sur la quatrième victime. La première partie horizontale, c'est quelqu'un qui est intubé avec un respirateur. Le responsable du secours élabore un plan de sortie des victimes avec le chef urgentiste. Ce sera certainement la partie la plus technique. Elle est harnachée, hein. Elle est prise au niveau du torse, au niveau des jambes. Il faut mettre le respirateur entre les jambes et le serrer avec. Dans le premier exemple, la victime a été dégagée de la rivière et se réchauffe sous son point chaud. Les spéléologues peuvent enfin prendre quelques minutes de repos et se restaurer. Ces moments sont précieux.
Il est bientôt minuit et pour certains, cela fera 14 heures qu'ils sont sous terre. La fatigue commence à se faire sentir et le secours est loin d'être terminé. Les brancardiers préparent la civière. La victime, médicalisée pour sa fracture, va enfin pouvoir remonter à la surface. Dans la mine, le médecin, le chef urgentiste et les infirmières s'affairent autour de la victime numéro 4. Toujours en état de choc, son traumatisme demande une préparation plus soutenue. C'est extrêmement rare, mais dans ce cas précis, ils seront amenés à exécuter des soins plus techniques. Intubation, intraveineuse, puis plus tard, pose d'une voie osseuse. Le matériel médical est soigneusement emballé dans des sacs spécialement aménagés pour la spéléologie. Faut pas en avoir peur. L'intubation est en place, mais pour la pose de la voie osseuse, un essai sur gabarit sera nécessaire avant de pratiquer sur la victime. Donc l'intra-osseux est en place avec l'hyper. Donc moi je pense qu'il vaut mieux la clamper à ce moment-là et injecter pour être Le chef urgentiste rencontre le conseiller technique. Ils élaborent ensuite une procédure d'évacuation. Quatrième étape, l'évacuation. Les urgentistes préparent les doses de morphine nécessaires au déplacement en civière des victimes. Le point chaud de la victime numéro 4 est en cours de démontage. Tout le matériel médical dont la victime a besoin devra être harnaché dans la civière. Rien ne doit bouger ou dépasser de la civière lors de son déplacement. Les spéléologues, membres du Spéléo Secours, sont parfaitement formés à ces manœuvres. Stop, stop, stop. Attention pour poser. Posez. C'est bon au niveau de la tête? Il y avait des seringues là-bas au bout du nez. Ouais, c'est bon, j'ai mis à la photo. De toute façon, qu'est-ce que la femme risque? Le chef urgentiste et le médecin spéléologue qui va accompagner la victime dans la remontée supervisent la préparation. Dans le même temps, la victime numéro 3 est également préparée pour l'évacuation. Dans le premier tronçon, là, de moins 90 à moins 42, il y aura 2 devs largables à enlever et c'est l'accompagnateur qui le fera. 5 personnes encore pour brancarder. Les civières sont prêtes. Les deux équipes attendent le feu vert du PC pour la remontée des puits. N'oublions pas que plusieurs dizaines d'autres spéléologues s'activent depuis le début de l'opération pour équiper les puits en palans et autres transferts de charge. La civière, elle est accrochée, hein. Ils peuvent ravaler. L'évacuation a démarré. La victime numéro 3 remonte un puits dans sa civière. Une corde en parallèle permet au médecin de la surveiller en permanence. Passage d'une déviation largable. Donc là, on largue la poulie, hein. Ici également interviennent les compétences techniques du médecin spéléologue. La poulie est larguée. Cette déviation évitera à la civière tout frottement, choc ou accrochage avec les parois du puits. Cette remontée demandera au médecin spéléologue un effort considérable. Tout en assurant sa propre sécurité, il devra surveiller en permanence la trajectoire de la civière ainsi que l'état de sa malade. Au sommet du puits, un spéléologue fait balancier sur la corde. Grâce à son propre poids, l'effet de balancier permettra à la civière de remonter sans trop d'efforts. Ça va l'accompagnateur? Un autre spéléologue jouera le rôle de régulateur pour gérer la vitesse de l'ensemble. L'espace se réduit, les spéléologues redoublent d'attention pour que la civière ne reste pas coincée dans les toitures. Il y a encore plusieurs centaines de mètres de galerie, aussi étroite en hauteur qu'en largeur, avant d'être enfin à l'extérieur. Doucement, doucement, il y a une marche. La progression est tout aussi délicate à l'horizontale qu'à la verticale. Le moindre faux pas pourrait aggraver considérablement l'état de la victime. Dehors, l'équipe du SAMU se tient prête pour réceptionner et évacuer les blessés. La victime de la rivière se rapproche également de la sortie. Il est 5 heures du matin. Plus de 20 heures après le départ de la première équipe de spéléologues secouristes, la victime de la rivière est sortie. Les équipes du SAMU vont pouvoir la prendre en charge. Dans la mine, les secouristes ont avalé les derniers mètres de galerie. Ils
Ils arrivent à l'extérieur et il est plus de minuit. Les ambulances du SAMU et du Spéléo Secours prennent en charge les dernières victimes pour les emmener au PC. On est en approche. Ok, reçu. Enfin, le médecin SMUR a fait le lien avec le SAMU. Donc les bilans ont été passés, la salle d'op les attend et puis l'hélico pour l'évacuation normalement a atterri il y a un quart d'heure. Voilà. Dans quelques minutes, la victime sera dans l'hélicoptère en direction de la salle d'opération déjà prête pour l'intervention. Pour ces deux exercices développés en Rhône-Alpes et en Alsace, près de 170 bénévoles spéléologues se sont mobilisés. C'est émouvant quand même, parce qu'on a quand même 120 personnes qui sont venues. Et puis, puis on n'a rien d'autre à leur dire que merci.